Bonjour à toutes et bonjour à toutes d'être venus. Vous êtes nombreux et nous sommes vraiment très heureux. Donc, comme vous le savez tous, nous accueillons ce soir avec honneur Jean Ziegler, étudiant à l'Université de Genève, puis professeur de sociologie, de nombreuses années conseiller national et actuellement vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. J'aimerais d'abord remercier Jean Ziegler de sa venue. J'aimerais aussi remercier l'AESPRI, l'Association des étudiants en sciences politiques et en relations internationales, pour toute son organisation, Payot pour sa co-organisation, et évidemment l'Université de Genève qui nous a permis d'obtenir ses locaux et son personnel qui nous soutiennent. Je me présente, je m'appelle Mathieu Debieff, je suis en deuxième année de sciences politiques de bachelor et je vais animer avec Roland Rossier, rédacteur à la Tribune de Genève, ce débat avec M. Ziegler. La conférence va se dérouler de telle manière. M. Ziegler va prendre ma place au pupitre d'ici quelques minutes pour expliquer ses thèses, ses théories et brièvement son livre. Par la suite, il y aura une séance de questions par rapport au livre ou plus globalement sur ses idées avec Roland Rossier et moi-même. Et par la suite, vous pourrez poser vos questions de deux manières différentes. La première, le classique passer de micro, où vous pourrez prendre la parole. Et la deuxième, via notre live YouTube, que vous pouvez trouver dès maintenant le lien sur notre page, sur notre événement Facebook. Et pour les plus timides d'entre vous, vous pourrez poser vos questions de cette manière et nous ferons un amalgame des questions les plus fréquemment posées et nous les poserons aussi à M. Ziegler. Et n'oubliez pas, à la fin de cette discussion qui va durer 1 heure à peu près, il y aura une séance de dédicace au premier étage à l'entrée et une verrée. Merci beaucoup et je laisse la place à M. Ziegler. Mesdames, Messieurs, d'abord, je vous remercie infiniment d'être là, de discuter avec nous, avec les étudiants, pendant cette heure qui nous est assignée. Je remercie l'Association des étudiants de sciences politiques et de relations internationales d'avoir organisé cette soirée. La librairie ou les librairies Payot, leur collaboration formidable, Anne Niederdorf et Pascal Vandenberg. Je remercie Roland Rossier, grand rédacteur de la grande Tribune de Genève, de participer à ce débat et de m'avoir violemment critiqué hier dans la Tribune. Donc, je vais me venger aujourd'hui. Mathieu a dit comment ça se passe. Je vais pendant 10 minutes peut-être dire certaines de mes thèses fondamentales qui sont exposés dans ce livre qui vient de sortir, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra la fin. Donc pendant 10 minutes, je vais peut-être un peu schématiquement dire quelques-unes des thèses fondatrices de ce livre, ensuite le débat et ensuite surtout avec vous. J'ai oublié de remercier bien sûr l'Université de Genève qui a mis à disposition cette salle, les collaborateurs, je suis très reconnaissant, je vous remercie. Je ne suis plus professeur dans cette université, en général quand on est loin. Mais là, ils se sont souvenus, donc je suis là pendant 1 heure dans cette université, je suis très reconnaissant. Voilà. Maintenant, mes remarques pendant 10 minutes. Vous savez que samedi prochain, ça fait 200 ans qu'est arrivé sur cette planète Karl Marx. Karl Marx est mort en 83, le 14 mars 83 à 2 heures de l'après-midi. Jusqu'au dernier moment de sa vie, jusqu'au dernier souffle, Marx était persuadé que le manque objectif, c'est-à-dire la pénurie objective, irréductible, déséquilibre entre les besoins à satisfaire et les biens disponibles sur la planète, ce déséquilibre, ce manque objectif qu'on disait, allait continuer pendant des siècles encore. Et toute sa théorie de la lutte des classes, de la division internationale du travail,
de la nature épiphénoménale de l'État est basée sur cette hypothèse. Et cette fameuse phrase, la paire maudite du maître et de l'esclave, qui allait accompagner l'humanité pendant des générations, des siècles encore, luttant pour le peu de biens disponibles. Marx a créé une théorie radicalement critique, infiniment précieuse du capitalisme, mais là-dessus, il s'est trompé. Sur cette thèse-là, du manque objectif, il s'est trompé. Depuis sa mort, l'humanité a connu, notamment grâce au capitalisme, une formidable créativité, une formidable succession de révolutions industrielles, technologiques, électroniques, qui ont potentialisé magnifiquement, incroyablement, les forces de production de l'humanité. En seulement 10 ans, 92-2002, le produit mondial brut a doublé, le commerce mondial a triplé, a crevé le fameux plafond qu'on croyait définitif des 6 000 milliards de dollars de biens échangés, et la consommation d'énergie double tous les 4 ans. Donc, pour la première fois dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, au début de ce siècle, maintenant où nous parlons, au début de ce millénaire, maintenant où nous parlons, le manque objectif est vaincu. Il aurait, pour tous les êtres humains sur Terre, nous sommes 7,3 milliards pour l'instant, nous sommes 7,3 milliards, pour chacun de ces 7,3 milliards d'êtres humains sur cette planète, il aurait à manger, à boire, à accéder à la médecine, à accéder à la sécurité du corps, à l'intégrité physique, à l'habitat, etc., des biens en suffisance. Des biens en suffisance. Je parle ici que du bonheur matériel, le malheur immatériel, le chagrin d'amour, la solitude, etc., va rester pendant longtemps encore. Mais le bonheur matériel, maintenant, serait possible. Or, quel est l'état de ce monde? Nous vivons sous un ordre cannibale du monde. Un ordre cannibale du monde. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates. Et le même World Food Report, qui donne les chiffres des victimes, qui n'est contesté par personne, dit que l'humanité pourrait nourrir normalement 2200 calories individuelles par jour, normalement aujourd'hui 12 milliards d'êtres humains, donc presque le double de l'humanité. Un enfant qui meurt de faim, et ils seront nombreux pendant que nous discutons, un enfant qui meurt de faim est assassiné. Il n'y a plus aucune quelconque fatalité. Il a eu par le passé, il n'en a plus aucune fatalité. Assassinat des enfants. 2 milliards d'êtres humains, je donne quelques chiffres, 2 milliards d'êtres humains n'ont pas d'accès régulier à une eau potable non nocive. Tous les 4 minutes, quelqu'un perd la vue par manque de vitamine A. Et les épidémies dans les 123 pays du tiers-monde de l'hémisphère sud, qui sont vaincus par la médecine depuis très très longtemps, tuent des millions d'êtres humains tous les ans. Si vous avez le sida, ce qui est horrible, évidemment, vous l'avez en Suisse, eh bien, vous vivez, trithérapie, si vous l'avez au Rwanda, vous mourrez. Inégalité effroyable, ordre cannibale du monde, mais en même temps, c'est vrai, une vitalité de ce mode de production capitaliste tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire, une créativité, une vitalité, une dynamique. C'est le mode de production qui sont succédés dans le temps, mode de production esclavagiste, agricole, etc., etc. Le mode de production, certainement de très loin, le plus dynamique. Dans la chimie bâloise, chez Novartis, etc., un nouveau médicament né tous les 3 semaines ou tous les mois. À Wall Street, un nouvel instrument financier né tous les 2 mois, etc. Une extraordinaire créativité, potentialisation formidable des forces de production qui augmentent sans cesse. Mais en même temps, une monopolisation des richesses ainsi créées, une monopolisation extraordinaire. Et je donne un chiffre, selon la Banque mondiale, les 500 plus grandes, plus puissantes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, banque, industrie, commerce, etc., les 500 plus grandes sociétés
transcontinentales privées ont contrôlé l'année dernière, selon la Banque mondiale, 52,8% du produit mondial brut. Ça veut dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète. J'ai dit tout à l'heure, ces sociétés transcontinentales privées ou ces oligarchies qui dominent le capital financier globalisé savent faire énormément de choses admirables. Dynamique, ils contrôlent ce qu'on appelle en sociologie le savoir problématique, le progrès scientifique, le progrès technologique, mais en même temps échappent totalement, ces oligarchies, totalement à toute forme de contrôle étatique, syndical, parlementaire, interétatique, etc. Ils ont un pouvoir, ces sociétés, comme jamais un roi, un empereur ou un pape n'a eu sur cette planète, échappent donc à tout contrôle social et fonctionnent selon une seule stratégie, c'est la maximalisation du profit dans le temps le plus court et très souvent en n'importe quel prix humain. Les oligarchies du capital financier globalisé ont, sur cette planète, érigé une dictature qui est plus puissante, et je donne dans ce livre un nombre de... Il est excellent d'ailleurs. Non, il faut quand même, parce que Mathieu passe comme ça. Un nombre d'exemples. Par exemple, sur les trusts miniers actifs au Congo, Glencore, Rio Tinto, etc., qui arrivent à faire annuler des lois qui les gênent par le Congrès américain. Bon, un pouvoir, une dictature des oligarchies du capital financier globalisé qui surdétermine l'ensemble des pouvoirs constitués sur cette planète. Et c'est pour ça qu'en Suisse et ailleurs, dans de magnifiques pays, on vit des démocraties simulatives. Parce que l'aliénation, la domination idéologique intériorisée par les citoyens et citoyennes font qu'on vote tout le temps dans un pays formidable comme la Suisse, qui est une vivante démocratie, où le peuple est un des peuples les plus cultivés, les plus politiquement les plus mûrs. Vous prenez, j'ai pris les 2 dernières années de votation fédérale, toujours le peuple a voté dans le sens de l'oligarchie contre ses propres intérêts, contre le salaire minimum, contre l'augmentation de la rente AVS, contre la caisse unique des maladies. Non, vous riez, mais c'est dramatique, c'est tragique. Les libres citoyens, dans le secret des urnes, d'un pays archi-cultivé, je maintiens, la conscience politique, la formation politique en Suisse est très très avancée. Contre la limitation des salaires les plus élevés, contre la 5e semaine de vacances, contre l'interdiction de la spéculation boursière sur des aliments de base qui crée la faim dans le tiers-monde, etc., etc. Le peuple libre, librement intelligent, peuple intelligent, vote contre ses intérêts. Autrement dit, l'aliénation est formidable, a formidablement progressé dans le centre, dans les pays du centre de cette planète. Cette dictature est donc une dictature à la fois matérielle, bien sûr, puisque l'oligarchie bancaire helvétique a colonisé ce pays, a colonisé totalement ce pays, dicte sa loi non seulement au Conseil fédéral et au Parlement, où la plupart des conseillers nationaux et conseillers nationaux et conseillers États sont membres des conseils d'administration de ces mêmes trusts, tout à fait légalement. D'ailleurs, en Suisse, la Suisse ne connaît pas une loi d'interdiction de cumul du mandat de conseil d'administration d'une banque et du mandat populaire. Voilà. Donc, dictature multiforme et d'une efficacité formidable sur les consciences à travers la domination idéologique et donc l'aliénation, la folie néolibérale qui est doctrine d'État chez nous. Il y a un seul sujet de l'histoire, c'est la main invisible du marché et les forces du marché
qui font l'histoire obéissent non pas à des hommes, mais à des lois naturelles. Et nous avons intériorisé ça. La dictature du capitalisme mondialisé a fait que nous sommes persuadés nous-mêmes de notre propre impuissance, ce qui est un mensonge pur et simple. En démocratie, il n'y a pas d'impuissance. Nous n'avons qu'à nous baisser, nous avons les droits et libertés, les armes constitutionnelles, tout ce qu'il faut pour changer radicalement cet ordre cardinal du monde, dans la Constitution fédérale, des lois, des armes qui nous appartiennent si nous nous réveillions. Voilà. Alors, j'ai parlé trop. Je dis juste encore quelque chose rapidement pour ceux qui, par hasard, voudraient voir le livre. J'ai tout de suite fini. Voilà. Ta média intervient. Ça va? Juste encore une chose. Quand je dis globaliser, la globalisation, ça ne tient pas la route. Empiriquement, sociologiquement, il n'y a pas de planète, une économie globalisée. Nous sommes face à une économie d'archipel, des îlots de bien-être reliés entre eux, et puis un immense no man's land qui couvrent la plupart des contrées de l'hémisphère sud. Donc le livre à la fois parle du martyre infligé au peuple du Sud, mais reconnaît qu'au centre, là où sont par exemple les Blancs, nous sommes 13,2% qui sont blancs sur cette planète. Les Blancs n'ont jamais été plus que 15% dans toute l'histoire de l'humanité. Or, les Blancs dominent cette planète depuis 500 ans, depuis le 4e voyage de Christophe Colomb, 1498. Eh bien, sur ces îlots de bien-être que sont les Suisses, le mouvement ouvrier, le mouvement démocratique a arraché des concessions au capital, a augmenté en général, pas avec des exceptions, parce qu'il y a 12% à Genève, par exemple, de la population qui est à l'assistance publique. 12% dans la République de Genève, et qui reçoit des versements de l'aide sociale d'une façon ou d'une autre. Mais enfin, globalement, des formidables gains de bien-être. Mais même dans ces îlots de bien-être, comme la Suisse, le capitalisme est une menace mortelle. L'Organisation mondiale de la santé, en octobre dernier, a publié un rapport qui dit que 62% de tous les cancers dans les pays industrialisés sont d'origine alimentaire, on a fait avec l'alimentation, ou avec l'environnement, pollution, etc., etc. Donc, je m'arrête là, malheureusement, pour moi, et je dis simplement, il n'y a pas d'impuissance. Ou bien nous arrivons à abattre cette dictature du capital financier globalisé, ou bien c'est elle qui nous détruit. Et nous sommes dans le moment, à mon avis, pour prendre le terme de Marx, paroxystique. C'est 5 minutes avant minuit. C'est 5 minutes avant minuit. Si vous voyez ce qui arrive à l'environnement, Morin dit il nous faudrait 5 planètes pour pouvoir continuer à vivre sur les îlots de bien-être comme on vit. 5, il faudrait 5. On n'a qu'un seul. Et cette planète est détruite. En plus, la civilisation peut disparaître. Lévi-Strauss a dit l'homme, le monde a commencé sans l'homme. Il finira sans lui, j'espère pas. Mais enfin, le moment est venu de nous mobiliser et de nous servir des armes démocratiques qui sont les nôtres, et nous serons victorieux. Je vous remercie.
Ça marche. Donc merci beaucoup. Donc, en guise de première question, j'aimerais revenir sur ce que justement vous avez dit dans votre allocution. Vous nous parlez donc, Jean, d'une dictature de l'aliénation. Vous nous dites que la Suisse est une démocratie simulative. Vous le dites parce que vous avez eu de l'expérience aussi en tant que conseiller national. Mais pourtant, vers la fin de votre livre, vous dites tout de même, je cite, « On n'est jamais impuissant en démocratie ». Comment peut-on ne pas être impuissant lorsque l'on est aliéné? On se tutoyait. Oui. On se tutoyait dans le corridor, donc on va continuer, c'est pas... Tout à fait, tout à fait. Mathieu, oui. Très bien. Voltaire, qui a été expulsé de Genève, des délices d'ailleurs, hein, il est parti à Ferney. Voltaire dit « La liberté est le seul bien qui ne s'use que quand on ne l'utilise pas. » Quand on ne l'utilise pas. Et si vous regardez les droits et les libertés que nous avons en Suisse, conquis sur 752 ans, hein, une vieille histoire. La dernière grève générale, hélas, a déjà 100 ans. Ce serait le moment d'en faire une nouvelle, mais enfin, 100 ans. C'est bien, cette liberté, c'est rare sur cette planète. C'est pour ça que je trouve lamentable que les gens n'aillent pas voter, par exemple. Et voter dans le sens de l'intérêt général. Donc, dimanche prochain, on élit le gouvernement de cette magnifique république, qui est la plus vieille république bourgeoise de la planète, 1536, naissance de la République de Genève, 100 ans avant Cromwell. Hein, on est dans la plus vieille, et cette université est née de la République de Calvin. C'était l'Académie de Calvin. Enfin, elle n'était pas là, elle était là où est le collège Calvin maintenant. Bon, dans cette République, il n'y a pas d'impuissance, à mon avis. Si les intellectuels font leur travail, et je parle maintenant parce qu'on est parmi les étudiants, vous avez d'abord une chance incroyable. C'est la 11e université, la meilleure du monde, ici, dans le... Hein, bon, une grande université internationale qu'une petite république de moins de 500 000 habitants paye. C'est incroyable, non? Les travailleurs, les employés, etc., de cette petite république se payent une université internationale, au prestige formidable, qui a toutes les facultés, etc., incroyable, et dont 38% des étudiants sont étrangers, pratiquement gratuitement. Ben, c'est formidable. Vous avez cette chance, vous êtes là. Vous avez une tâche essentielle, celle de produire une raison analytique radicalement critique. Bertolt Brecht a dit « Demande à chaque idée, qui sers-tu » Demande à chaque institution, d'où viens-tu? Eh bien ça, c'est la tâche de l'intellectuel. C'est vrai qu'abattre le capitalisme, nous y viendrons, et tu dis c'est pas possible, je vais te montrer comment c'est possible. L'intellectuel a un rôle tout à fait spécifique, D'abord, il ne sait rien faire. Ce que je porte, c'est un autre qui l'a fait. Si je passe, c'est un autre qui a produit cette eau. Qu'est-ce que c'est? Enfin bref, Evian, bon, peu importe. Le bâtiment où je suis, c'est un autre qui l'a fait. Si je me transporte à Russin, le plus beau village de l'Europe, c'est un autre qui a fait le petit train, etc. Je n'ai rien fait. Je ne sais produire que des biens symboliques. Des biens symboliques, c'est-à-dire des idées, des concepts. C'est la seule chose. Mais ce rôle-là de l'intellectuel est absolument essentiel, parce que c'est lui qui doit détruire la théorie aliénante de l'obscurantisme néolibéral, dire qu'il est en contradiction
C'est lui qui doit libérer dans la population, dans le peuple. Il est payé pour ça, l'intellectuel. Payé. Moi, j'ai payé toute ma vie pour lire, pour passer ma vie à la bibliothèque, pour écrire. Incroyable. Et toi, enfin, je ne sais pas ce que tu feras après, mais... Je lis aussi. Nous devons produire, nous devons libérer, pour aller très vite, la conscience de l'identité. Chacun de nous, consubstantiellement, est habité par une conscience de l'identité qui est recouverte, bétonnée maintenant par l'obscurantisme néolibéral qui veut croire que les forces du marché sont le seul sujet de l'histoire et qu'elles obéissent à des lois de la nature, comme les astres, comme les champs magnétiques, etc. Ce mensonge-là, libérer la conscience de l'identité. Si un chien voit un autre chien qui est battu, rien ne se passe. Si un homme, quelle que soit son appartenance religieuse, philosophique, son âge, son ethnie, son origine, voit un enfant martyrisé, quelque chose en lui s'effondre. Il se reconnaît immédiatement dans l'autre. Et Immanuel Kant a dit « l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi ». Donc c'est vous qui devez libérer, par une critique radicale de l'idéologie dominante, cette conscience de l'identité qui est au fondement de l'insurrection à venir. Il y a une anecdote que je voulais juste dire, sans me quelqu'un qui m'a incroyablement influencé, bien sûr, j'ai eu la chance d'être avec... Enfin, j'étais un jeune communiste complètement idiot, je peux lui en parler, en France. Enfin, je suis resté communiste, mais plus jeune, hélas. Sartre. Sartre a rencontré Frantz Fanon, l'auteur psychiatre noir antillais, qui a pris les armes avec le peuple algérien en Algérie, à l'Hôtel National à Rome, pour la première fois, en 61. Ça, c'est le néolithique pour vous. En 61. Et il a écrit à Simone de Beauvoir le lendemain. Sartre, après cette rencontre, il a écrit à Simone de Beauvoir « Nous sommes les semeurs de vent, la tempête, c'est lui. » C'est vrai, les intellectuels sont les semeurs de vent. Mais évidemment, l'insurrection populaire qui mettra fin à ce système, ça, c'est l'ouragan et c'est le fait du peuple qui se nourrit des idées. Et une chose que Sartre, j'ai juste une chose, a beaucoup l'a occupé toute sa vie, préoccupé, et la plupart des intellectuels, tu verras, tu auras aussi cette hantise-là, c'est l'incarnation. À quelles conditions historiques, matérielles, une idée devient-elle force sociale? Est-elle reprise par une conscience collective et produit-elle la force sociale modificatrice de réalité? Le problème de l'incarnation, qui est très mystérieux, une des choses les plus mystérieuses que les hommes, collectivement, individuellement, puissent vivre sur cette planète. Mais une chose est certaine, il ne s'agit jamais de psychologie. C'est la dernière chose que je vous dis. Jamais de psychologie. Ce n'est pas... J'ai été avec M. Brabeck une fois à la télévision, pas si longtemps. Donc le patron de Nestlé. Hein. Le président de Nestlé, 27e, oui, c'est vrai. 27e entreprise du monde, multimillionnaire, premier trust alimentaire du monde. Ben, Brabeck, il sait lire et écrire, il est plutôt sympathique, enfin, comme je l'ai vu là. Hein. Il fait du ski, là où je fais du ski, on se croise, etc. Bref, jamais l'intellectuel doit produire des analyses sur les mécanismes empiriquement vérifiables de la domination, de l'insurrection, etc. etc. Il ne s'agit pas de psychologie, de dire le président de l'UBS est mauvais ou méchant, etc. Pas du tout. Sartre a une phrase qui clôt ce chapitre. Il dit, pour aimer les hommes, il faut détester fortement ceux qui les oppriment. Ceux qui les oppriment. Et le mot-clé est ceux, pas qui les oppriment. Ceux qui les oppriment, c'est-à-dire les structures, la violence structurelle qui produit cet ordre cannibale meurtrier du monde, qui en plus est absurde, il tue, mais il tue désormais sans nécessité. D'accord. Voilà. Alors, juste
dans le livre, effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est le fait d'abattre, comme si on abat un arbre. Puis ta petite fille Zora te pose la question quand même, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité quand même de réformer? Ici en Europe, il y a un certain nombre de démocraties comme l'Allemagne qui ont essayé de réformer, qui essayent toujours de réformer en partie le capitalisme. Ça, c'est une voie sans issue. On ne peut pas réformer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon, si on ne peut pas réformer, donc il faut prendre des armes. Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Alors on peut les livres, c'est une manière effectivement D'armes. C'est une arme, effectivement, Devrait. pour les intellectuels. Oui, devrait. Mais sinon, la réforme, selon toi, est impossible. La réforme du capitalisme, Oui, ça c'est elle est une impossible. très bonne question et c'est le dernier chapitre du livre qui y répond. Le capitalisme, le système, cet ordre cannibale du monde que j'ai vraiment qui est marqué par l'inégalité incroyable. Les 85, un dernier chiffre, selon Oxford, Université Press. L'Oxfam, rapport Oxfam du décembre dernier dans Oxford University, les 85 plus riches milliardaires du monde ont contrôlé l'année dernière autant d'avoirs patrimoniaux, donc autant de fortune, que 4,7 milliards d'êtres humains, la moitié la plus pauvre de l'humanité. Bon. L'ordre capitaliste, le cannibale du monde, ce système capitaliste, son organisation sociale, sa domination intellectuelle, enfin, aliénante, idéologique, et la domination matérielle qu'il exerce sur les peuples de la planète, ne peut pas être réformé. Radicalement pas. Le système esclavagiste, 350 ans, déportation à travers l'Atlantique Sud et Nord de 420 millions de personnes, le système esclavagiste ne pouvait pas être amélioré, réformé, un peu moins esclavagiste, etc. Non. Réduire un homme à un état d'animal, de lui dénigrer la qualité d'homme, sa liberté, etc., on ne peut pas négocier, discuter là-dessus, et à la fin du 19e siècle, le dernier pays était là, le Brésil, à abolir en 1888, eh bien, l'esclavagisme, après des combats, des insurrections d'esclaves, des manifestations de solidarité, une guerre de sécession sanglante aux États-Unis, etc., a été abattu. Révolution française, 14 juillet 1789, les révolutionnaires ont pris la Bastille et ensuite ont enclenché un processus révolutionnaire qui a liquidé la féodalité, la royauté, et le roi, heureusement, était tué. Mais on ne pouvait pas améliorer le colonialisme qui a saisi physiquement les terres des peuples. Eh bien, le peuple algérien s'est levé le 1er novembre 1954, et 7 ans de lutte, 2 millions de victimes, uniquement en Algérie, blessés graves, etc., et morts, jusqu'à ce que la France, l'armée coloniale, soit chassée. Donc l'histoire nous apprend qu'un système d'oppression, et c'est certainement celui qui est le plus raffiné et le plus contraignant que l'histoire a connu, c'est le capitalisme, eh bien, doit être détruit. Mais aujourd'hui, oui, mais juste une question. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, si on est aujourd'hui en Suisse, en 2018, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, effectivement, je comprends bien la grande oligarchie financière, mais de traiter avec l'économie de marché pour toute une économie qui existe de PME, je ne parle pas alors des grandes banques et de l'oligarchie financière, mais de l'économie qui se recrée, la création de petites entreprises, d'une entreprise et des entreprises d'un tissu économique local qui fonctionne quand même avec une économie de marché, en essayant d'imaginer un certain nombre d'autres échanges.
Mais avec aussi du capital, parce que n'importe quelle personne, et peut-être des étudiants qui veulent créer une entreprise de n'importe quelle sorte, a vite besoin d'un petit peu de capital, d'un petit peu d'argent. Mais le capital est nécessaire, le marché est nécessaire, c'est des instruments, mais soumis au bien commun. C'est ça c'est des instruments économiques multiples, toute l'activité scientifique, enfin, cette magnifique université. C'est toutes les institutions, tous les instruments de production, les instruments du savoir, etc., soumis à l'exigence de l'intérêt général au service du bien commun. Alors c'est vrai qu'en Suisse, il faut se garder du gauchisme, hein, c'est pour ça que je suis un communiste. Non, un communiste n'est pas gauchiste, alors. Justement, c'est beaucoup mieux. Non, il faut se garder de ce que Marx a appelé ou Lénine a appelé plutôt. D'ailleurs, il y a une pièce formidable de mon fils qui vient de commencer à Carouge, Le rêve de Vladimir Lénine. Pourquoi la révolution a raté de ce côté-là? Bien, tout ce qu'on peut faire immédiatement pour penser les blessures, pour réduire un tout petit peu l'injustice, pour donner un tout petit peu de liberté et de sécurité du lendemain et d'émancipation aux hommes, il faut le faire, bien sûr. Et il y a des moyens en Suisse d'aider à ce progrès millimétrique qui est possible. C'est vrai, c'est pour ça que, malgré tout, si vous allez voter par hasard à la fin de la semaine, il faudrait plutôt voter à gauche. Tu comprends? Ça sert à quelque chose. Bon, ça c'est vrai. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Le problème est ce système qui détruit la planète, qui est une insulte à l'intelligence humaine, qui menace les hommes, pas seulement par un chômage de masse et par les épidémies dans les pays du tiers-monde, mais qui menace, qui est une négation de ce que nous portons en nous. De ce que nous portons, nous vivons très très peu de temps. Toi, tu es jeune, moi je suis vieux, mais en fait, tu vieilliras aussi, parce qu'on est toujours le vieux de quelqu'un. Moi, je crois profondément que l'homme est en voie d'humanisation. Jean Jaurès a dit « La route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice. L'émancipation de l'homme est en route. Ma vie a un sens. Je peux lui donner un sens. Un sens. Si je croyais que je suis là devant vous simplement parce qu'après une nuit de danse, quelque part dans la campagne bernoise, un ovule a rencontré un sperme, ben oui, je suis bernois. Si j'étais là par hasard, etc., ben je me pendrais. C'est pas possible. Ma vie a un sens individuellement et collectivement. Donc, pour le privilège que nous avons en Suisse, mais incroyable, matériel, au niveau des libertés, nous discutons là, nous faisons une critique radicale du système existant. Il n'y a pas un policier fédéral à la sortie, au moins je l'espère, qui dit Monsieur Ziegler, Monsieur Rossier, Mathieu, venez là. Ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans avec les Berufsverbot. Oui, c'est vrai. On a des privilèges tellement extraordinaires. Et nous devons les utiliser pour changer le monde. Et je termine radicalement. Le mouvement des femmes, je prends l'exemple, terminé. Le mouvement des femmes. Au XIXe siècle, là encore, il y avait des philosophes installés, professeurs d'université, qui discutaient si des femmes avaient une âme. Jusqu'en 1971, les femmes n'avaient pas de droit de voter. En Suisse, dans cette vieille, vivante démocratie, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans le consentement du mari. Imaginez ça. Or, la libération de la femme a vécu comme utopie au fin fond de la conscience. Elle s'est incarnée, ou est en train maintenant de s'incarner. L'abolition de l'esclavage a vécu sous forme d'utopie au fin fond de la conscience. Incarnation un jour, à travers les insurrections, etc.
l'esclavage a disparu. Le colonialisme a couvert les 3/4 de la planète, des centaines et des centaines et des centaines de millions d'hommes réduits au servage. La fin du colonialisme a vécu sous forme d'utopie. L'utopie, ce n'est pas un rêve toujours, c'est une force historique sous forme d'utopie. Au fin fond de la conscience des peuples colonisés, un jour, le système colonial a été brisé, balayé. La même chose va arriver avec le capitalisme. Nous savons que ce régime, ce que nous ne voulons pas, je ne veux pas vivre sur une planète qui déborde de richesse et tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Je sais ce que je ne veux pas. Comment l'incarnation se fait? Je vois des amis grecs, je peux dire la même chose. La dictature grecque, militaire, effroyable. On ne pouvait pas l'améliorer, tu comprends? C'était des barbares effroyables, des salauds, il fallait les chasser, briser la dictature. Donc on en arrive toujours au même point, détruire le capitalisme en fonction de l'utopie qui nous habite, mais rester modeste devant l'histoire, parce qu'on ne sait pas comment le processus, une fois enclenché, va se développer. Tout peut rater à n'importe quel moment. Les fascistes, la droite, les racistes peuvent gagner. Les antisémites, tous les salauds peuvent aussi gagner si nous ne sommes pas organisés, pas assez déterminés, pas assez mobilisés. Mais la liberté libérée dans l'homme va... Je veux encore juste dire une chose et puis on arrête. Je suis frappé, je prends l'exemple de la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet? Le 14 juillet 1789, dans le faubourg Saint-Antoine et faubourg Saint-Martin, les ouvriers artisans, maintenant c'est intégré dans Paris, à l'époque c'était les faubourgs ouvriers, regardent dans les maisons alentours, les femmes blêmes de désespoir, les enfants sous-alimentés, ont faim, parce que leur père est incarcéré à la Bastille, à la forteresse, à la prison politique du roi. Ils disent que ça ne peut pas continuer. Ils prennent ce qu'ils ont, comme les poignards, etc., ce qu'ils ont fait eux-mêmes, marchent sur la Bastille. Les ouvriers des faubourgs marchent sur la Bastille. Des murs de 30 mètres, des fossés d'eau de 10 mètres, rien à faire. Delaunay, le gouverneur, monte le pont-levis, peuple de Paris paralysé. Et quelqu'un a l'idée, début de l'après-midi, d'appeler Lafayette, qui est à Versailles, pour qu'il vienne avec sa garde bourgeoise. Lafayette, parce qu'il a vécu la Révolution aux États-Unis, luttant contre un autre roi, c'est-à-dire le roi d'Angleterre. Lafayette envoie ses 2 bataillons avec les 8 canons, dirigés sur le pont-Lévis. Delaunay a peur, veut négocier, baisse le pont-Levis. Le peuple de Paris entre dans la Bastille, massacre un peu le gouverneur et libère leurs camarades. Si à ce moment-là, le soir du 14 juillet, un grand journaliste, je vois un grand, je te regarde, de la Tribune de Genève, était posté au bord de la Seine, qui est tout proche, et avait pris un des insurgés par le veston, disant « Citoyen Dupont, alors expliquez-moi maintenant, quel est le texte de la Constitution de la Première République, ou quel est le texte exact de la Déclaration du Champ de Mars, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. » On voit bien, c'est absurde. Le chemin se met en marchant. C'est la liberté libérée dans l'homme. La Première République, le roi a été tué en 93. Première République, 93. Vous comprenez? 4 ans plus tard, la liberté libérée dans l'homme a conduit le peuple d'une étape à l'autre de cette révolution qui a changé le monde. Qui a changé le monde. Aujourd'hui encore, il n'y a pas une constitution sur ce continent qui ne soit pas la copie presque conforme, en tout cas la Constitution fédérale, presque conforme de celle de la Première République française de 1793. On voit bien comme ce mystère reste. Je me permets une remarque personnelle. Roland
et moitié catalan. Magnifique peuple. Moitié catalan. Il y a cet événement, c'est une anecdote, c'était un grand catalan. Barcelone en flammes, septembre 1939. Barcelone en flammes, les fascistes ont gagné la guerre. Et les derniers survivants marchent sur le Pertuis, sur le col, vers Toulouse, enfin dans le Pertus, oui, en l'exil incertain. Et un parmi eux, Antonio Machado, un jeune poète, sifflote, semble tout joyeux. Et ses camarades qui marchent avec lui disent « Antonio, t'es fou, qu'est-ce que c'est ? Notre ville est en flammes, nos camarades sont blessés, morts, prisonniers par les fascistes, et toi tu sifflotes. Où vient ton espoir en fait, bon. Et lui, il fait ce poème, il répond par ce poème qui est devenu mondialement célèbre, « Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, son tous velas, etc. » Pèlerin, homme qui marche, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Et ça, c'est le processus révolutionnaire qui sera enclenché par les membres de l'association des étudiants en sciences politiques. Merci. Les questions de la salle. Oui, merci Jean Ziegler. Là, on va passer dans la partie un peu plus interactive de la conférence. Vous êtes très nombreux, mais je crois qu'effectivement, il y a un ou deux micros qui peuvent... Il y en a en tout cas, il y en a deux même, effectivement, qui peuvent vous être amenés. Et je vous pose la question. Alors, madame, au premier rang, je vous demande simplement peut-être si vous voulez vous présenter et puis poser brièvement votre question. Oui, bonsoir, mon nom est Sania Douvniak. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez, outre l'abstentionnisme qui est suffisamment élevé en Suisse, ce que vous pensez des processus électoraux quant à l'éventuelle tricherie des autorités. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la tricherie au niveau des processus électoraux? Et qu'est-ce que vous pensez d'une hypothétique tricherie à tous les niveaux? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens éveillés et les scores de ces gens-là sont tellement minables que c'est presque impossible, à moins qu'il y ait tricherie. Voilà. En Suisse, vous dites? Oui. Écoutez, là, vous me posez une question que je ne peux pas... Il me semble que non. C'est vrai, vous avez raison, 33,8% il y a 3 semaines, à la votation sur le Parlement et le Conseil d'État à Genève, c'est lamentable. Ça montre que l'aliénation a progressé incroyable, que la plupart des gens pensent qu'il n'y a rien à faire, que de toute façon les puissants s'auto-reproduisent, feront ce qu'ils veulent et qu'il n'y a rien à faire. Donc la toute première chose, c'est se saisir du bulletin comme une arme. Et de voter, je n'ose pas vous influencer, bien que j'aimerais bien vous donner peut-être un conseil, mais enfin bref. Le 5 mai, 200e anniversaire de Marx, samedi prochain, il faut utiliser cette arme, même si elle est insuffisante, etc., notamment le Parti socialiste. C'est la Croix-Rouge du capitalisme, ce n'est plus une force révolutionnaire, tout ce que vous voulez. Je continue à payer ma cotisation au Parti socialiste par nostalgie. Oui, par nostalgie. Par nostalgie, parce qu'il a eu, en 1918, une grève générale. Je croyais que tu étais communiste, alors tu restes socialiste aussi. Alors. Mais le Parti communiste n'existe plus. C'est ça. Ah, ça dépend. Non, je pratique de toute façon l'intégration subversive que le Che Guevara m'a appris quand il a refusé de me prendre avec lui. Parce qu'il me prenait pour un petit bourgeois inutile. Fort heureusement d'ailleurs. Hein? Fort heureusement. Vous êtes bien mieux là. Oui, l'intégration subversive, c'est la seule loi qui est... Enfin, le Che m'a dit, tu vois, cette ville, c'est là que tu es né. Le cerveau du monstre, il regarde Genève, tu commences à connaître. Le cerveau du monstre, là que tu es né, c'est ici que tu dois lutter. Alors, je suis devenu professeur, enfin, d'abord assistant, etc.,
professeur à l'université, conseiller national, ensuite les mandats à l'ONU, chaque fois tenter d'utiliser la force de l'institution pour ses propres buts. Ça, c'est l'intégration subversive. Le Che a souvent cité la fameuse phrase de Boukharine, Nicolas Boukharine, qui parmi les amis de Lénine était le jeune intellectuel le plus brillant, certainement. Nicolas Boukharine bolchevique a été fusillé par Staline en 1938, et Boukharine a écrit « Les révolutionnaires sont des opportunistes qui ont des principes ». Et ça, j'essaye de pratiquer un tout petit peu ça. Parfait. Je crois qu'il y a une question tout au fond, monsieur, oui. Bonsoir, monsieur Jean Siller. Ma question est une question d'actualité. Elle concerne les violences du 1er mai à Paris. Une majorité donc de la classe politique française les a condamnées, que ce soit à droite ou de gauche. On atteste les propos de Jean-Luc Mélenchon ce matin qu'il a qualifiés de absurdes ou insensés. Or, le gouvernement Macron produit lui aussi une violence à travers ses contre-réformes qui aggravent les inégalités. Par exemple, la suppression de l'ISF, la volonté de supprimer l'exit tax, la destruction du code du travail ou encore la diminution des APL. Donc ma question, c'est la suivante. C'est face à cette violence qui est moins visible mais qui est institutionnelle, est-ce que la violence produite par le cortège de tête à Paris est légitime et est-ce que vous l'approuvez? Vous qui êtes partisan de l'insurrection. Non, alors, je reviens à Sartre. Pour aimer les hommes, il faut détester fortement ceux qui les oppriment. La violence structurée, pas des personnes. Alors, les casseurs qui peut-être qui n'ont rien à voir avec la CGT, le CFDT ou FO, etc., par le mouvement ouvrier, qui probablement ou peut-être certains de mes camarades ici sont téléguidés par la police pour décrédibiliser totalement le 1er mai, c'est possible. En tout cas, personnellement, je suis opposé à la violence du bloc noir, comme on dit. Mais cette violence, elle est dirigée contre des structures du capitalisme. Oui, c'est des McDo, c'est des assurances, c'est pas des individus qui sont en fait, qui sont atteints par cette violence. C'est uniquement les structures du capitalisme. Et vous dites qu'il faut attaquer ces structures. Alors comment pensez-vous l'insurrection? Attendez, je viens, oui. Non, vous avez raison d'insister là-dessus. Donc je pense que, en tout cas, la violence qui casse les vitrines des épiceries, qui renverse les voitures des gens, enfin qui brûlent, etc., bah, elle sert à rien, sauf à discriminer, à diffamer, à rendre non crédibles les revendications portées par les syndicats, par le mouvement social. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Mélenchon, que je connais, que j'ai fait deux articles de son programme sur la Banque internationale de développement, etc. Là, je peux vous garantir, c'est un type magnifique. Le vieux trotskiste, fidèle à lui-même, magnifique, magnifique. Non, comme personne magnifique, comme créateur de mouvements magnifiques, comme vraiment un type tout à fait exceptionnel et j'espère qu'il finira président de la République. Alors, regardez la grève maintenant, je pense, qui est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle grève. Cette grève des cheminots. Macron se croyait malin. Et il a dit qu'il veut privatiser les chemins de fer, parce qu'il c'est un ancien employé de la Banque Rothschild, donc privatiser. Il veut privatiser les SNCF, les vendre à ses copains, etc. Et il dit aux cheminots en place, les 36 000 et quelques cheminots qui sont là, votre statut, qui est un statut spécial, qui n'est pas contractuel, votre statut est garanti. Vous qui êtes en place. Mais à partir du 1er janvier 1920, quand on engagera de nouveau, il n'y aura plus de statut. Il y aura des contrats de droit privé, précaires, etc. Mais il n'y aura plus de statut. Et que font les cheminots? Ils font grève. Pas pour une augmentation de salaire, pas pour une semaine de vacances supplémentaires, mais par pure solidarité. Et ils disent,
nos pères, nos grands-pères ont lutté pour ce statut, pour plus de dignité, pour plus de sécurité de l'emploi, pour, etc., enfin, le statut du cheminot. Eh bien, en fonction transgénérationnelle de ceux qui viennent, nous défendons ce statut. Et ceux qui sont en grève, et faire grève en France, c'est coûteux. Hein, les gens, on dit toujours, il y a les caisses de grève des syndicats, c'est du pipi de chat. Hein. Les familles perdent de salaire pour chaque journée de grève. Et les salaires ne sont pas terribles en France, surtout aussi chez les cheminots. Ils disent, nous faisons grève pour garantir le statut pour ceux qui viennent après nous, qu'ils ne connaissent même pas, ils ne les connaissent pas, par solidarité. Il a dans le peuple français des gènes de 1789. C'est génétique en France, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Un exemple pour le monde. Oui. Monsieur. Merci, professeur Jean Ziegler. Quand je venais ce soir, j'avais au moins 60 questions à vous poser. Parce que je vous ai connu quand j'avais 18-19 ans au Burkina Faso et vous étiez venu conseiller notre révolution. Et en 4 ans de révolution, l'économie burkinabé est passée du rouge au vert. Mais hélas, cette révolution a été assassinée avec la mort de son leader que vous avez très bien conseillé. Monsieur le professeur, 30 ans après, nous sommes encore revenus derrière plus qu'au moment où on déclenchait la révolution. Et récemment, il y a eu une insurrection de jeunes qui n'ont même pas connu Thomas Sankara, donc qui ont demandé le départ de celui qui l'a assassiné. C'est un espoir, mais vous savez que le monde aujourd'hui est très à droite, très capitaliste. Et donc ce n'est qu'un seul petit point noir sur ce grand tableau blanc. Qu'allons-nous faire pour garder ces insurgés et leur rendre l'espoir? Merci, professeur. Oui. Alors, si on a l'occasion, je vous remercie, de parler de Thomas Sankara, évidemment, il faut le faire. Comme tous, vous le savez, le Burkina Faso, magnifique pays d'Afrique de l'Ouest, sahélien, a été gouverné par des révolutionnaires qui ont pris le pouvoir en 1984. Thomas Sankara a été assassiné en 1987, donc très rapidement. Alors, je vous remercie de dire conseiller Thomas Sankara. Non, il n'avait pas besoin que je le conseille. Enfin, c'est vrai que il m'a plus appris que moi, je l'ai appris à lui. Un soir, chez moi, téléphone, juste avant Noël, le téléphone sonne. Ici, le capitaine Sankara. Moi, les militaires, j'aime pas beaucoup. J'ai jamais entendu parler de Sankara. Et puis, capitaine, bon. Vous devez venir tout de suite à Ouagadougou nous voir. Vous savez comment il était, Thomas. Hein? J'ai dit, oui, mais c'est des vacances, je vais aller skier, etc. Non, j'ai lu en prison, j'ai lu Main basse sur l'Afrique. Alors donc ma vanité était mobilisée. Main basse sur l'Afrique. J'ai des questions à vous poser, mes camarades et moi. Bref, le billet est arrivé depuis Paris, quelqu'un, un diplomate est venu, etc. Je suis parti. Et c'est vrai que Thomas Sankara, c'est comme Lumumba, comme Amilcar Cabral, comme Kwame Nkrumah, comme Barthélemy Bokanda, etc. Ces héros solitaires qui ont surgi du fin fond du peuple, tous assassinés. Lumumba 61, Cabral 73, Thomas 80, c'est tous assassinés, liquidés évidemment par le néocolonialisme, ont instauré une espérance en Afrique formidable, qui va fructifier. Et vous savez, chasser son assassin, trop tard évidemment, il y a 2 ans, mais il est malheureusement toujours en vie et toujours là. Enfin, il ne faut jamais souhaiter la mort. Enfin, il est à Abidjan pour saboter le nouveau gouvernement, vous le savez ça mieux que moi. Mais ces moments prouvent que l'émancipation est en route. Et le peuple burkinabé est parmi les plus pauvres
pas intellectuellement et pas spirituellement, au contraire, là il est parmi les plus riches, mais revenu par tête d'habitant. Eh bien, dans les pays les plus pauvres, parfois surgit cette flamme de l'insurrection, de la revendication radicale de la justice, de l'égalité, de la liberté. Peut-être étouffée, pour l'instant encore, peut-être étouffée, parce que la solidarité internationale n'était pas suffisante, je m'en veux jusqu'à maintenant, avec Thomas Sankara. On n'était pas suffisamment organisé en Europe pour rendre l'assassinat difficile, plus difficile pour les impérialistes, ça c'est vrai, mais peu à peu, la conscience de l'identité traverse les continents. Et la solidarité, c'est extraordinaire comme on a fait des progrès. Personne ne peut dire, maintenant, je ne sais pas ce qui se passe au Sud-Soudan. Il y a des dizaines de milliers d'enfants qui meurent de faim au Sud-Soudan, maintenant où nous parlons, parce que le programme alimentaire mondial a eu son budget coupé de 50% à cause de la crise bancaire 2008-2009 qui a vidé les caisses des pays industriels, donateurs, enfin, assurant la cotisation. Tout ça, c'est vrai, mais la conscience elle-même s'universalise. Et alors, voilà. Je vous remercie d'avoir parlé de Thomas Sankara, qui reste, comme le Tché a dit, les révolutionnaires sont comme des étoiles éteintes. Leur lumière nous parvient pendant des siècles encore. Voilà. Il y avait une question en haut, madame, oui. Manifestez-vous pour poser des questions, parce que le temps passe un peu, alors effectivement, il y a encore des... Oui, bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Jimena Villard et merci déjà pour tous vos commentaires. Je voulais vous poser une question parce que vous avez beaucoup parlé du rôle de l'intellectuel et de l'intellectuel révolutionnaire, et vous avez aussi parlé on vous a aussi demandé de concrètement comment est-ce qu'on devrait travailler pour cette révolution. Donc moi, je voulais vous poser d'abord une question, c'est par rapport à la conscientisation des travailleurs, parce que moi, je pense que le rôle de l'intellectuel qui ne produit pas, comme vous l'avez dit, est de conscientiser les travailleurs, parce que c'est seulement à travers des travailleurs qu'on arrivera à la révolution. Et je voulais aussi vous demander, du coup, comment est-ce que vous voyez notre rôle dans les partis politiques pour une jeune révolutionnaire qui travaille dans les partis politiques pour pouvoir essayer de conscientiser les travailleurs. Moi, par exemple, je suis membre à la Jeunesse socialiste suisse et il y a une semaine, on a proposé un amendement à un plan de mesures qui proposait d'amener la vision révolutionnaire dans les syndicats. Cet amendement n'a pas été approuvé et on a reçu des commentaires du fait que la plupart des gens beaucoup de gens dans la jeunesse socialiste suisse ne sont pas révolutionnaires et ne représentent donc pas la vision de la plupart des membres. Vous avez beaucoup parlé d'utiliser notre vote comme une arme et je me demande en tant que révolutionnaire comment est-ce que vous envisagez notre travail dans les partis et dans la conscientisation des travailleurs. Merci. Je réponds vite. Enfin vite, c'est vraiment parce qu'on doit vider la salle après. Moi, c'est très bien, les jeunes socialistes, vous avez fait une initiative, vous n'étiez pas tiré à plat de couture, mais vous l'avez faite contre la spéculation boursière sur les aliments de base. Aliments de base, c'est maïs, riz et blé qui couvrent 75% de la nourriture du monde, en fait de la consommation mondiale. Si cette initiative avait passé et vous étiez tout seul les églises ont aidé un peu, mais à collecter les signatures, qu'il fallait les 100 000, plus 120 000, vous avez fait un travail magnifique. Et si vous aviez passé, des millions et des millions et des millions de millions d'êtres humains auraient été sauvés de la mort de faim. Parce que la spéculation boursière sur les aliments de base donne des profits astronomiques à l'UBS, aux hedge funds, etc., mais fait évidemment augmenter les prix que la mère dans le bidonville de Sao Paulo, Karachi, Mani, doit payer, alors qu'elle a très très peu d'argent pour nourrir sa famille. C'est très bien, jeunesse socialiste. Mais personnellement, je ne crois plus du tout au parti. Non, je ne veux pas décourager. Chacun fait la voie. L'espérance est ailleurs, c'est dans la société civile. C'est les mouvements sociaux qui sont radicalement nouveaux,
Greenpeace, Amnesty, Attac, Via Campesina, 122 millions du Honduras aux Philippines, de métayers, d'ouvriers, journaliers agricoles, de petits paysans, etc. Les mouvements sociaux qui luttent sur des fronts tout à fait différents contre la dictature mondiale des oligarchies du capital financier et qui se retrouvent une fois par an, pendant 5 jours, rapidement, au Forum social mondial, qui n'ont pas de programme commun, pas de ligne de parti, pas de comité central, dont le seul moteur est l'impératif catégorique que chacun porte en nous. Et je le répète, que Immanuel Kant définit l'inhumanité infligée à un autre, détruit l'humanité en moi. Et est-ce que ces mouvements sociaux... Là, il y a une force historique radicalement nouvelle, au-delà des partis, au-delà des... Est-ce que ces mouvements sociaux ne dépendent pas quand même d'une autre oligarchie qui s'appelle Facebook, Google et compagnie? Difficile. Moi, écoutez, Malin, le grand économiste. Là, on va... C'est grâce à Facebook que beaucoup de gens sont là. C'est magnifique. Moi, je ne connais pas Facebook. Il paraît qu'il y a une page, parce que je n'ai pas pu l'éliminer, parce que quand c'est un personnage public, on peut faire, même si vous n'êtes pas d'accord, une page sur Facebook. Donc, il existe. Mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de téléphone portable, parce que je ne veux pas que la CIA puisse me suivre partout, surtout avec les fonctions que j'ai au Palais des Nations. Internet, je connais comment ça fonctionne. Je m'énerve des montagnes que les assistants me mettent tous les matins, enfin, ou ma femme, etc. D'emails là qui... Facebook est certainement, c'est une nouvelle technologie, une extraordinaire instrumentalité totalement nouvelle de lutte, ne serait-ce que de convocation, ne serait-ce que de convocation. Les foules se créent instantanément à travers Facebook. C'est radicalement nouveau et c'est magnifique. Et c'est une arme. Comment? Mon petit-fils Théo, qui est le frère de Sora, ben, ils font des booms, des soirées, etc. Ils sont tout petits encore. Par Facebook, il dit « Ah, je m'en vais à la fête à Baby Plage. » Je dis « Comment tu sais? Qu'est-ce que c'est ?»« Ah ben, j'étais comme Facebook, etc. » Bon, c'est magnifique Facebook. C'est magnifique Facebook. Mais si c'est l'ennemi qui l'utilise, c'est l'utilisation. Mais c'est une arme extraordinaire. Mais si c'est l'ennemi qui l'utilise pour aliéner la conscience collective, pour distiller à publicité, ce qu'on appelle la consommation contrainte, la mode, de créer la mauvaise conscience dans chaque jeune fille si elle n'a pas le dernier vêtement fabriqué quelque part à Hong Kong, etc., et commercialisé par un trust quelconque, bah, évidemment, c'est à combattre. Mais comme arme, c'est extraordinaire. Non? Ça vous fait des soucis à la tribune de Genève, je sais. Et non, c'est vrai, non. C'est aussi une mutation qui est dangereuse, parce que moi, j'aime les journaux. Et notamment la tribune est très importante pour l'identité romande chinoise, très importante. Et dire que les jeunes ne lisent pas de journaux, et peu de livres, je pense. Non, non, je pense tu lis des journaux, toi? Mais moi, je pense que les jeunes, en général, lisent beaucoup plus qu'auparavant maintenant. Justement grâce à ces réseaux. C'est vrai? Oui. Ah, ben je ne savais pas. Oui. Non, dis-moi, non, c'est Non, intéressant. absolument. L'obtention de l'information est beaucoup plus facile. Il ne faut pas aller à la bibliothèque. Enfin, je ne dis pas que c'est compliqué, mais on peut avoir un article de journal gratuit sur son téléphone à tout moment, dans le bus, je m'ennuie, je suis aux toilettes, hop, un petit tribune de Genève. Ouais. Alors, je rigole. Il faut qu'on arrête. Il faut, paraît-il, qu'on arrête. Oui, effectivement, oui. Oui. La conclusion. Non, vas-y pour la conclusion. Oui, malheureusement, on doit s'arrêter à 20h15, mais je rappelle... Vous pouvez toujours le voir, voilà. Vous pouvez toujours voir M. Ziegler faire la queue, malheureusement, mais le voir pour lui poser une question courte, en direct. On va boire un verre, non? Exactement, et on va toujours boire un verre. Non, il y a au premier étage, on va boire un verre, oui. Non? Oui, tout à fait. Invité ou...
Par l'association. Oui. Ah, merci. Une Voilà. conclusion. Je voulais, excusez-moi, je voulais faire une dernière remarque. Si le grand président, les deux grands présidents, sur l'espérance qui nous habite et qui sera la plus forte. Salvador Allende, a été assassiné le 11 septembre 1973 à 2h30 l'après-midi dans la Moneda, dans le palais présidentiel, en feu. 3 semaines après, son meilleur ami, avec José Venturelli, son meilleur ami Pablo Neruda, le grand poète, a été empoisonné par les mêmes criminels qui ont tué Allende, Pinochet et sa bande, à Isla Negra, là où habitait un peu plus loin que Santiago. Et Pablo Neruda a écrit ce magnifique poème épique, long, puissant, qui retrace l'histoire de tous les peuples d'Amérique latine, qui s'appelle El Canto General. El Canto General. Et les 2 derniers vers du Canto General résument parfaitement ce que je pense et la plupart de nous pensons. Les 2 derniers vers disent « Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera », ce qui veut dire « Eux, nos ennemis, pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps ». Voilà, je vous remercie.